En 1896, Auguste et le Lumière filmaient la gare de La Ciotat. Un train arrive et des passagers grimpent et descendent de ces wagons. Est-ce que ce film raconte une histoire? Où vont tous ces gens? Ou est-ce que simplement les frères Lumière ont-ils posé leur caméra par hasard et laissé l'histoire faire son œuvre? Comment alors savoir? Qu'est-ce que la vraie cinéphilie? Récemment sur Twitter, un énième débat s'est enclenché sur la perception des films. Un utilisateur cinéphile a déclaré qu'il avait découvert Le Parrain il y a peu de temps et qu'il l'avait beaucoup aimé. Ce à quoi un autre utilisateur lui a rétorqué: comment peux-tu te prétendre cinéphile alors que tu n'as vu Le Parrain que maintenant? Et une boîte de Pandore s'est ouverte. Mais il faut dire que la question de la cinéphilie ne s'est pas posée il y a seulement quelques jours, mais qu'elle existe depuis de nombreuses décennies, voire siècles. Il fut une époque où la question de la culture revenait à des intellectuels qui étayaient leur point de vue et analyse dans les médias à leur disposition, comme les journaux de l'époque, pour s'acheminer doucement vers la télévision. Une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui, qui n'est pas prête de s'arrêter. Tout ça pour dire qu'avant, il y avait les professionnels intellectuels et philosophes validés par une caste et qui pouvaient donc s'exprimer. Et de l'autre, le peuple lambda qui les écoutait et dont leur avis différait régulièrement. Donc, à comprendre ceci, il y avait eux au-dessus et les autres en dessous. C'est une vulgarisation très vulgaire de l'époque, mais je vais développer ce détail plus tard. Mais aujourd'hui, avec l'avènement d'internet et donc des réseaux sociaux comme Twitter ou bien YouTube, n'importe qui peut s'improviser critique et proposer son point de vue sur n'importe quel sujet. Et cette démocratisation a été mal reçue par les médias traditionnels, genre de ces personnes lambda qui ont maintenant autant d'importance qu'eux, alors qu'ils ont fait des études et ou qu'ils ont dû batailler pour avoir leur place. Bien sûr, aujourd'hui, ça paraît un peu ironique quand on voit que les deux médiums partagent de nombreux points communs, mais je m'égare. Finalement, avec la culture qui se partage en un coup de clic et que tout le monde peut devenir critique, aujourd'hui on fait encore la distinction entre la vraie critique, mais surtout la vraie cinéphilie. Et on va tenter de répondre à cette question. Si on s'en réfère à la définition de l'internaute, cinéphilie, non féminin, terme utilisé pour désigner toute passion pour le cinéma. Donc t'aimes le cinéma? Eh ben t'es cinéphile! Voilà, merci, bonne journée! Non, bien sûr, je plaisante, je vais le développer parce que c'est plus complexe, ça, maman. Du coup, par quoi je commence? Ah bah oui, tiens. Pour commencer, il y aurait le vrai cinéphile qui aurait vu et aimé certains classiques du cinéma pour pouvoir cocher cette case. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Pour reprendre le film en question, imaginons que j'ai vu Le Parrain mais que je l'ai pas aimé. Est-ce que ça fait de moi du coup un vrai faux cinéphile? Mais imaginons que je n'ai pas aimé le film mais que je reconnaisse ses qualités. Dans quelle catégorie je rentre alors? Bref, c'est très compliqué parce que nous n'avons pas tous les mêmes obligations personnelles ou professionnelles, la même motivation, les mêmes goûts, qui font que l'on va découvrir un film selon le contexte du moment. Il faut avoir l'envie et la possibilité de visionner certains films. Mais d'où je ne suis pas cinéphile alors que je regarde plein de longs métrages au cinéma et aussi chez moi. D'où mon appréciation négative d'une œuvre reconnue fait de moi un hérétique. Et même, allons plus loin. Tu n'es pas un vrai gamer si tu n'as pas joué à certains classiques du jeu vidéo alors que tu écumes une centaine de titres par an. Tu n'es pas un littéraire si tu n'as pas lu et aimé Dostoïevski ou du Mallarmé. Tu n'es pas un fan de musique si tu n'as jamais entendu du Beethoven ou du Gustav Mahler. Étrangement, pourquoi ce n'est qu'avec le cinéma qu'on a le droit à ce genre de débat? Qu'est-ce qui nous donne une légitimité? Sous quels critères? Et puis, quand ce n'est pas quand on déteste un classique, si on aime un film mal aimé par la critique spécialisée, c'est même pire. Donc j'ai vu le cinéma, en particulier le cinéma français, se laisser couler. Et je daterais ça du début des années 80, avec la mort de François Truffaut, qui était quelqu'un qui portait le cinéma à bout de bras, qui nous faisait croire que c'était quelque chose d'important. Et le vrai basculement, ça a été avec la sortie du Grand Bleu. Là, on est passé dans une autre époque. Le Grand Bleu, c'est l'esthétique publicitaire, c'est le scénario vide, c'est l'image qui prime sur le contenu. Moi, je vous plains, vous qui êtes jeunes, de grandir avec des films de cette qualité-là. Beaucoup de films, à mon avis, respirent l'effort et la transpiration au lieu de traduire la joie de tourner un film ou la douleur d'en faire un, comme disait Truffaut, parce que ça doit être quelque chose d'extrême, hein, le cinéma.
Le Grand Bleu de Luc Besson. C'est certainement le film qui synthétise le mieux la division entre le public et la critique. Mais ce que met en évidence Eric Neuf, c'est son goût sur du « c'était mieux avant ». À l'époque, on faisait de vrais films avec de vrais scénarios, avec de vraies ambitions, une époque où on pouvait sentir la transpiration dans sa fabrication. Bref, pas du tout ce qu'a fait Luc Besson avec ses acteurs, où ils ont dû faire des dizaines de descentes sous-marines quotidiennes avec des conditions climatiques parfois désastreuses. C'est sûr que c'était une balade de santé. Et évidemment que le film ne parle de rien, pas du tout de la compétition amicale et rivale entre Enzo et Jack, au point que ça les pousse à trop se surpasser, au point où l'un des deux, patriote et proche de sa famille, meurt en tentant de dépasser le record de l'autre. Ça raconte pas du tout la déshumanisation progressive de Jacques Mayol, qui se désintéresse du genre humain à cause d'une mère qui a fui le domicile conjugal et d'un père mort noyé et qui finit par couler dans les abysses marins, délaissant sa femme enceinte au point qu'il est prêt à en mourir tant c'est une drogue pour lui. Oui, c'est sûr que les scènes contemplatives ne racontent rien et ne nous transportent pas avec les personnages et ne nous font pas ressentir l'ivresse des profondeurs pour qu'on comprenne ce qui les motive intérieurement. Oui, c'est sûr que je me dois me plaindre d'avoir un film qui me met en garde contre tout ça. C'est sûr que c'est pas du tout un film riche avec une BO splendide, tantôt énergétique et mélancolique comme les fonds marins, des acteurs magnifiques avec un Jean Reno attachant et ambigu, Jean-Marc Barr stoïque mais complexe et Rosanna Arquette lumineuse mais qui est déchirée. C'est sûr que c'est le pire film du monde où la beauté des images est absolument scandaleuse, alors que vous êtes les premiers à applaudir quand on fait passer des informations par le biais de la mise en scène. Pardon. Je sais que j'ai digressé, mais avec tout ça, je voulais mettre en avant une chose, la défense de la critique. Ironiquement, je l'ai déjà fait avec Valérian, du même Luc Besson, où je défendais le film des mauvaises critiques. Prenons mon courage à deux mains et allons la bataille des critiques envers et contre tous. Bon, bien sûr, c'est exagéré, mais je ne me suis pas laissé guider par un avis majoritaire. J'ai vu un film qui, selon moi, méritait d'être mieux considéré, malgré des défauts évidents qui pèsent sur la qualité globale de l'œuvre. Et ce genre de combat n'est pas prêt de se terminer, avec l'avènement des blockbusters par dizaines par année contre le vrai cinéma d'auteur indépendant avec de la vraie personnalité. Bien sûr, tout ceci mérite débat et on peut effectivement noter un manque de risque aujourd'hui pour certains projets, préférant miser sur un savoir-faire technique et commercial. Comme depuis des décennies en fait, où chaque nouvelle ère recèle des mêmes films qui ont fini par s'essouffler avant d'enchaîner sur de nouvelles productions, neuves et à succès. Et bizarrement, il y aura toujours des gens pour se plaindre et pour critiquer de manière virulente ces personnes qui participent à l'affaissement de la culture. Je vais vous démolir, vous et votre pièce. Vous l'avez pas encore vu. Est-ce que j'ai fait quelque chose ou dit quelque chose qui vous a blessé? Ah Si oui, c'est le cas, figurez-vous. Vous occupez une scène de théâtre au détriment d'un spectacle autrement plus brillant. C'est vrai, j'ai assisté à aucune avant-première et je n'ai pas lu une ligne à son sujet. Et pourtant, après-demain, le lendemain de la Générale, je vais vous démolir avec la pire critique que j'ai jamais publiée. Parce que je hais ce que vous êtes et tout ce que vous représentez. Tous ces êtres, suffisants pour y gâter, égoïstes, complètement incultes, qui sans travailler, sans aucune préparation, osent faire profession d'être artistes et qui accordent entre eux des récompenses en or à leurs films pornographiques en fonction du nombre d'entrées du week-end. Mais ici, on est au théâtre. Et on n'arrive pas comme ça avec la prétention d'écrire, de mettre en scène et de jouer une pièce d'autopromotion sans m'avoir d'abord demandé ce que j'en pensais. Sur ce, je vous dis merde. Ce qui est ironique, c'est que je me serve de Birdman d'Alejandro González Iñárritu, qui lui aussi critique les films de divertissement blockbuster type super-héros ou explosive à Transformers, et maintenant que le jeune public ne demande que de l'action, sinon il s'enduit. Et en soi, il a pas tort. Et son avis reste intéressant, bien que je trouve un peu hors sujet étant donné l'histoire d'un homme autrefois célèbre qui tente de prouver sa valeur et qui finit par sombrer dans la folie. Cette scène est le symbole du pouvoir de la critique intellectuelle, ayant déjà ses préjugés et son avis préconçu. Et pour continuer avec Eric Neuf, qui se plaint que les nouveaux films sont horribles et que la nouvelle vague c'était la meilleure chose à l'époque, bah la nouvelle vague, justement à l'époque, c'est pris aussi des critiques à cause de ses innovations et de son envie de se détacher des anciennes normes de tournage. Et l'histoire se répète ainsi sans cesse, et se répète sans cesse, et se répète sans cesse. Il n'y a rien de plus beau que de défendre ces films injustement critiqués selon notre point de vue, de trouver les arguments, d'analyser en profondeur chaque détail du film pour montrer que les critiques se sont trompés et qu'ils ont été trop durs.
Et parfois c'est absolument grisant ce côté David contre Goliath, ce côté simple avis contre la majorité, parce que des fois, la majorité n'a pas forcément raison. Mais parfois, on peut prétendre défendre un film, alors que celui-ci n'est pas forcément aussi bien que l'on le croit. C'est ce qu'on appelle les plaisirs coupables. Et le plus difficile, c'est de l'admettre. Et ceci va me permettre de faire la transition avec un autre point. L'appréciation est différente de la compréhension d'un film. Effectivement, je regarde plein de films par an, mais est-ce que je les comprends? C'est là tout le cœur du problème et qui va faire polémique. Aujourd'hui, sur internet, tout le monde peut donner son avis et je trouve ça fabuleux. Cela permet une diversité de l'opinion incroyable et riche, et on se débarrasse d'une certaine idée de l'élite intellectuelle formatée par les médias traditionnels. C'est bien, mais quand je vois certains critiques se mettre sur un piédestal parce que eux travaillent durement pendant des nuits, qui sont invités à des avant-premières et qui reprochent à leurs détracteurs d'être de simples jaloux, bah moi aussi je travaille pendant des heures et je suis pas jaloux pour autant. Je m'en tamponne le coquillard, et je suis même ravi de voir des vidéastes être considérés comme des professionnels de la critique. Mais le problème, c'est que beaucoup se prétendent d'être des éminents cinéphiles par peur de pas être vus comme tels, comme légitimes. Mais que vous soyez professionnel ou vidéaste, nous pouvons tous être des cinéphiles. Personne ne sera couronné le plus grand cinéphile de la Terre. Et si je dis ça, c'est parce que les critiques d'aujourd'hui, sauf ceux qui l'assument comme Fred et Seb Dugrenier dans leurs vidéos, ne donnent plus qu'un avis. Un jugement subjectif qui va au-delà de la compréhension même de l'œuvre. Et ça s'arrête là. Au début de la vidéo, quand je parlais d'intellectuels qui se trouvaient au-dessus du public, c'était une manière de schématiser la différenciation entre les deux catégories de spectateurs. Le cas est évidemment plus complexe. Parce que certains critiques de l'époque, à l'image d'André Bazin, éminent critique français, publicitaient déjà une remise en cause de la place de critique, disant que leur devoir était avant tout d'instruire un public et qu'il fallait l'aider à faire comprendre le cinéma grâce à leur analyse. Et vous savez quoi? Ils ont été vivement critiqués pour leur position, et certains n'hésitèrent pas à les calomnier sur la place publique. Pas mal de critiques ciné aujourd'hui confondent leur critique avec leur avis, et n'ont pas pour but d'éduquer. Le public analyse un film de son point de vue et des émotions que ça lui a procuré. Et il y a le scénariste-réalisateur qui sait comment fonctionne le médium cinématographique. Qu'est-ce qui permet de dire que t'es un expert dans le cinéma? Parce que t'as vu X films? D'un cas comme dans l'autre, si tu connais pas les termes, comment se raconte une histoire, tu t'es pas renseigné sur l'écriture, la réalisation, le cœur même du film, bah c'est pas mal de donner son avis, et tu peux quand même avoir raison. Mais le problème... À partir de quand tu te sens légitime pour coller toi-même cette étiquette de grand cinéphile? Nous qui mettons souvent des mots sans valeur dans nos vidéos. Novice, c'est une étiquette ça, novice. Inconsistant, et une étiquette de plus. Mineur, c'est pas vrai. Parce qu'il faudrait être majeur alors, hein. Une étiquette de plus. Vous collez des étiquettes comme d'autres enfilent des perles, c'est dingue. Et c'est de la paresse. C'est surtout ça. Vous êtes une grosse feignasse. Ouh, la feignasse. Vous savez ce que c'est ça? Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est. Pas la moindre. Et pourquoi? Parce que, à part en lui collant une étiquette, vous ne sauriez pas où la classer dans votre toute petite tête où résonnent toutes ces foutaises que vous prenez pour de la culture. Vous avez terminé? Non, j'ai pas terminé. Pas un instant vous ne parlez de la technique. Pas un instant vous ne parlez de la structure. Pas un instant vous ne parlez des intentions. Vous émettez des opinions merdiques, appuyées par des comparaisons encore plus merdiques et malhonnêtes. Vous pondez 2 petits paragraphes et voilà, sans aucun effort et sans que ça vous ait rien coûté. Je ne suis personne. Je ne suis qu'un gars comme tout le monde qui propose son avis sur internet. Je ne fais pas ça pour me battre avec d'autres personnes ou pour prouver que j'ai absolument raison. Oui, j'ai fait cette vidéo en voix off. Oui, ça m'a demandé du temps. Et oui, j'aimerais que cette vidéo fasse des vues. Mais admettez que je n'ai pas choisi le chemin le plus facile. Et je reconnais que mes vidéos critiques ne sont pas parfaites, qu'elles ne vont pas forcément au bout de leur sujet. Je ne suis pas non plus un érudit cinéphile, une bible encyclopédique du cinéma. Il me reste tant de films à découvrir, qu'ils soient anciens ou nouveaux, mais j'essaie juste d'éduquer. On peut utiliser l'argument de l'élite comme homme de paille pour défendre sa cinéphilie grandissante, mais c'est bien trop simple. Comme s'il est bien trop simple de dénigrer la vie des autres, du citoyen lambda sous couvert d'une plus grande culture. Il n'y a pas non plus de vrai ou faux cinéma. Il n'y a que le cinéma. Et même le cinéma de divertissement recèle de pépites. Que ce soit du Spielberg, du Zemeckis, du Marvel, c'est du cinéma. Il y a de la mise en scène dans ces films. Pas non plus du génie créatif, mais de la mise en scène quand même. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous les films Marvel ne sont pas grandioses.
Mais parce qu'ils appartiennent à un genre précis et qu'ils ne cherchent pas à révolutionner le cinéma, malgré ces hauts et ces bas, il faut voir plus loin et ne pas rentrer dans le mépris parce que c'est du divertissement nullement parfait. Mais qu'on ne dise pas qu'ils ne racontent rien et qu'ils participent à l'effondrement du cinéma. Tout peut se défendre tant qu'on a les arguments et le recul nécessaire. Chacun vit sa cinéphilie comme il l'entend, mais n'imposez pas vos préférences comme si c'était une vérité universelle. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y en a pas. La vérité, c'est que nous habitons tous sur un petit caillou dans l'espace qui tourne autour d'une étoile brûlante, qui a pu exister grâce à des millions d'années d'évolution et d'aberration. Et toute notre vie est jonchée de ces évolutions. Mais il faut arriver à les comprendre. Finalement, ce qui fait la beauté de la cinéphilie, c'est pas d'avoir déjà tout vu avant un certain âge, c'est de voir des films, d'en ressortir du plaisir et de les comprendre. J'ai découvert la trilogie Matrix à 22 ans et j'ai été stupéfait par la révolution technologique, philosophique des Wachowski. À 23 ans, j'ai été ému par Platoon et l'horreur psychologique et physique de la guerre du Vietnam. J'ai été ému par la trilogie du parrain et son attachement et le déchirement de la famille Corleone à 24 ans et surtout la perfection de Coppola. Et à bientôt 25 ans, j'ai pu m'extasier devant Amadeus et la prouesse de Milos Forman. J'ai été aspiré par Tron et sa révolution technologique hypnotique. J'ai été terrifié par The Thing et sa froideur et ses créations macabres et son ingéniosité à chaque instant. Parce que c'est ce qui nous rassemble, l'amour de la découverte, que ce soit des bons mais aussi des mauvais films. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde, il faut bien de tout pour critiquer des films, il faut bien des analyses réussies et ratées pour avancer. Il faut bien de tout pour faire tourner la bobine au cinéma. Je vous dis à plus et à la prochaine. Salut.